Bonjour tout le monde, je m'appelle Yann Baer, je suis doctorant au CNRM en première année et mon sujet de thèse porte sur la prévision, enfin l'apport de l'intelligence artificielle dans la prévision des risques des feux de forêt. Donc j'ai passé mes premiers mois de thèse à travailler sur la, la modélisation du combustible vivant à partir des modèles de surface météo. Mais avant de vous présenter tout ça, un peu de contexte. Donc, on peut voir sur cette figure l'évolution de la différence de température par rapport à la moyenne annuelle depuis 1900 jusqu'à présent. Et on peut voir que cette dernière, enfin, depuis 1995, la hausse de température, ces anomalies sont de plus en plus présentes, amenant évidemment dû au réchauffement climatique et amenant à plus de feux de végétation de manière générale. Ce réchauffement climatique nous a amené à faire des estimations sur l'évolution des températures avec ici ces modèles RCP qui sont des modèles longue durée, dont je ne parlerai pas trop parce que je ne les connais pas vraiment, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que cette ligne-là, c'est la ligne en noir que vous voyez ici, c'est la tendance actuelle que l'on suit, et on se dirige vers le modèle le plus pessimiste, donc c'est super. On va garder en mémoire ce RCP 8.5 qui est le, le modèle le plus pessimiste. Donc si on regarde ces cartes de prévision de feu établies grâce au modèle RCP 8.5, on voit qu'en 2030, on a beaucoup plus de feux au sud de la France, sur le bassin méditerranéen, et puis même au niveau atlantique, du côté de Bordeaux. Et sachez que ces cartes-là se rapprochent, enfin plutôt, c'est nous qui nous rapprochons très fortement de ces cartes qui sont censées arriver dans 5 ans. Et si on regarde une projection dans le futur à la fin du siècle, on voit que on remonte vers le nord de la France et notamment, enfin surtout le centre ici. Bon, je ne parlerai pas du bassin méditerranéen qui est rouge fluo, mais bref, les feux vont être de plus en plus présents. Donc, d'où l'intérêt de ma thèse d'observer et de caractériser ce risque. Et depuis 2022 a été étendue la météo des forêts, qui était normalement concentrée autour du bassin méditerranéen. Depuis les événements de sécheresse de 2022, le président nous a demandé à ce qu'on agrandisse cette zone de prévision sur toute la France. Et on voit là un exemple du samedi 5 juillet de cette année qui reviendra à la fin de la présentation. On pourra comparer deux cartes. Mais grosso modo, ce qu'on peut voir, ce sont tous les niveaux de warning de ces cartes-là, avec le vert une probabilité très faible d'un départ de feu, et en rouge très élevé. On voit que le bassin méditerranéen est quand même fait partie des zones les plus dangereuses, et aussi là-haut, comme ce qu'on peut voir là. Voilà, bref. Allez, on avance, et du coup, moi je vais vous parler du combustible. Je vais vous parler de la modélisation du combustible. Et j'ai eu la chance, dès le début de ma thèse, de discuter avec l'ONF, donc l'Organisme national des forêts, qui ont en leur possession une base de données de LFMC, donc Live Fuel Moisture Content, qui est le contenu en humidité de la végétation, enfin du combustible, mais du combustible vivant qui, dans ce cas, est la végétation. Donc, ça se caractérise de cette manière. Donc, ils récupèrent un échantillon de végétation de feuillus, qui est ce type-là. Ce sont des petits arbustes en général. Pèsent la masse juste après avoir récupéré l'échantillon, font sécher le dit échantillon, et de cette manière, on a le contenu en humidité. Vous en faites pas, c'est une des seules équations qu'on verra pendant ma présentation. Donc cet indice-là est très étudié depuis déjà le siècle dernier, parce qu'il a une relation très forte entre les départs de feu, mais aussi la propagation des feux et la sévérité des feux. Donc sur cette carte, on peut voir tous les sites d'études de l'ONF avant l'année 2024. Donc ils sont essentiellement, et ils sont historiquement concentrés autour du bassin méditerranéen et de la Corse. Et en fait, depuis 2020, on voit une extension des sites du côté de la côte atlantique, et on remonte un petit peu là vers le centre. Et en 2024, eh bien, il y a quasiment le double de sites qui ont été étudiés. On voit une extension sur le nord, la partie nord-est et nord-ouest. Donc, pour ça, je vais utiliser les modèles de surface météo, donc ISBA, qui signifie interaction sol-biosphère-atmosphère, qui me permet d'avoir des informations de température et d'humidité à différentes profondeurs, allant de la surface jusqu'à 10 mètres de profondeur.
mais aussi de biomasse ou d'indices foliaires. Il y a différents patchs dans ISBA. Les patchs correspondent à la nature du sol. Moi, je vais utiliser le patch 4 qui sont les feuillus par rapport à la végétation que j'étudie grâce aux données de l'ONF. Et en plus de ça, je ne vais pas vraiment utiliser ISBA parce que je vais utiliser le LDAS. Donc, c'est les sorties du modèle qui sont réanalysées par des observations satellitaires de LAI. Donc, on voit ici, ce sont les sorties modèles, là les observations, et c'est après analyse, donc après réajustement du modèle par rapport aux observations. Et c'est ça, c'est ces valeurs-là que je vais utiliser pour tenter de modéliser le LFMC. Ah, j'ai menti, il y avait des équations. Mais ce sont les scores que je vais utiliser. Donc la RMSE classique, je n'en parlerai pas. La corrélation de Pearson pour voir à quel point je suis proche des observations, enfin, à quel point mon modèle est proche des observations. Le Nash-Sutcliffe Model Efficiency Coefficient, qui est un coefficient de détermination qui me permet de, même si j'ai une bonne corrélation, j'ai pas forcément une bonne correspondance du modèle par rapport aux observations. Donc ça va me permettre d'avoir cette information-là supplémentaire qui doit être le plus proche de 1 comme la corrélation. Et ensuite, le KGE, le Klein-Gupta Efficiency, qui me permet d'avoir une information supplémentaire, je vais dire temporelle. Il peut y avoir un glissement temporel qui me permet que je ne verrai pas dans le NSE. Donc je peux avoir un très bon KGE, mais un très mauvais NSE. Donc il faut que les deux soient bons pour que le modèle soit efficace. Ensuite, les entrées que je vais utiliser, donc elles vont se diviser en deux parties. Je vais avoir les entrées que je vais appeler dynamiques, donc sorties du modèle, avec le SWI, qui est l'indice d'humidité du sol. Donc c'est l'humidité du sol par rapport à la texture du sol, donc par rapport à la fraction de sable et d'argile, mais aussi la biomasse et l'indice foliaire. Ensuite, je vais avoir différents paramètres statiques, donc on va pouvoir reparler plus tard, mais ça correspond à des constantes temporelles, mais pas spatiales. Bon, sauf le jour de l'année, mais ça reste une constante, quoi. Ensuite, l'entraînement, je vais le faire de 2017 à 2023 et je vais diviser en 70-30 chacune des années pour avoir un peu de chaque année dans la base d'entraînement et dans la base de validation. Ensuite, je vais tester sur l'année 2024. Je vais essayer un premier modèle qui est basé sur la littérature par rapport à ce que nos collègues à l'INRAE ont pu faire avec un XGBoost. Je n'en parlerai pas plus que ça, je vais surtout m'intéresser au modèle que j'ai développé, tout simplement parce qu'on a la volonté de déployer ce modèle à l'opérationnel et que le XGBoost ne fait pas partie des solutions et des possibilités à l'heure actuelle. Bon, quoi qu'il en soit, on voit les scores qui sont quand même pas terribles, il faut se l'avouer, avec bon, une corrélation qui est pas trop mal, mais le NSE qui est vraiment bon, pas très bon. En revanche, moi, j'ai développé un réseau de neurones avec des couches denses, avec cet aspect encodeur-décodeur, où je vais injecter pendant les phases d'encodage et décodage des éléments sur mes entrées statiques. Et ben, j'essaie de modéliser, du coup, j'essaie d'extrapoler ma valeur de LFMC à partir de mon modèle. Donc ce sont les résultats que j'ai. Bon, je vais passer sur la slide d'après où on va pouvoir comparer les deux modèles. On voit qu'il y a quand même une différence entre les deux modèles, donc c'est encourageant à continuer sur cette étude-là. Ensuite, on va passer sur un peu de cross-validation pour voir quels sont les défauts ou les avantages de mon modèle, enfin des modèles. Donc dans un premier temps, je vais faire ce que j'ai appelé du forward chaining, je ne sais pas si c'est le vrai terme, mais grosso modo, je vais tenter je vais estimer les scores sur une année donnée par rapport aux années précédentes. Donc par exemple, 2018, ben, j'ai appris que sur 2017. Donc forcément, les scores sont pas terribles, mais il n'y a pas beaucoup de données. Les choses intéressantes à voir, c'est 2020 et 2022. Si vous vous souvenez bien, au tout début de la présentation, j'ai dit que en 2020, ils avaient rajouté des sites vers l'ouest de la France, donc ça peut correspondre à ça, étant donné qu'on a rajouté des toutes nouvelles données pour le coup. Et puis 2022, ben, comme vous le savez, c'était une année tout à fait particulière et c'est la première fois qu'on voyait une anomalie. Mais quoi qu'il en soit, à partir de 2023 et 2024, on a nettement plus, enfin, on a de meilleurs scores. Et au vu de comment commence l'année 2025, je pense qu'on va pouvoir tester une deuxième année avec des anomalies. Ça va être super. Ensuite, j'ai testé une autre méthode, le Live One Year Out, où je vais m'entraîner sur toutes les années sauf une et tester sur la dite année. Donc on voit que quand je ne mets pas 2022 dans la base d'entraînement, c'est problématique. Et ensuite, on va tester, voir si j'ai une bonne généralisation au niveau spatial, parce que temporel, ça a l'air de plutôt bien se passer. Et donc c'est Live One Site Out, je vais dégager, je vais apprendre sur tous les sites sauf un et alterner de site en site. Donc on peut voir que le XGBoost, par exemple, est particulièrement mauvais.
Du coup, voilà, j'ai mon modèle, je vais pouvoir commencer à m'amuser avec. Pardon, ça, bon, on résume, mais je passe à la suite. Donc j'ai mon modèle, on va pouvoir commencer à jouer avec. Je vais utiliser mon modèle pour estimer la valeur de LFMC sur des cartes sorties du modèle Arome 2.5. Donc là, vous voyez une grille Arome. Donc mon modèle va me permettre de me donner une valeur de LFMC sur chacun de ces points de grille. Donc là, ce qu'on voit, c'est la prédiction sur le 10 août 2022 à gauche et 2023 à droite. Donc on voit que 2022 est particulièrement sec comparé à 2023, donc c'est plutôt bien, ça veut dire que, enfin plutôt bien. Le modèle est capable de produire deux choses différentes et on peut voir sur ces images la différence de sécheresse à ce moment-là. Ensuite, j'ai voulu voir à quel point le modèle faisait n'importe quoi, donc j'ai entraîné 500 fois, 100 fois, 100 fois à ce moment-là, et j'ai fait une standard deviation pour voir à quel point mes résultats étaient différents d'un apprentissage à l'autre. Donc on peut voir que, grosso modo, sur la totalité de la France, j'ai entre 1 et 2% de variance, mais les extrémités, les bords, ou alors au niveau des montagnes, où là il y a des problèmes, et ça peut correspondre à la fraction du patch 4 qui est très faible dans ces endroits. Ensuite, on va faire un truc rigolo où je vais faire la différence de ma carte de mon 10 août 2023 et 2022 et je vais la comparer avec les données de l'European Drought Observatory qui me montrent l'état de sécheresse en septembre 2022. Et on peut voir que j'ai quand même de grosses correspondances par rapport à ici l'état de sécheresse de la végétation et ici l'état de sécheresse tout court. Et comparé à la météo des forêts, sur le samedi 5 juillet de cette année, on peut observer la zone autour Méditerranée qui est très sèche. Et enfin, on a énormément de similitudes avec aussi toute cette zone-là. Mais il ne faut pas oublier que la météo des forêts se base aussi sur les conditions météorologiques et pas mon modèle. Et d'ailleurs, ce modèle-là a beaucoup intéressé les opérationnels feu, mais aussi l'ONF. Donc ça fait 2 semaines qu'il est en test à l'opérationnel. Donc tous les jours, je sors des cartes d'humidité de la végétation et tu peux lancer l'animation. Et je suis actuellement en pleine rédaction d'articles. Et donc là, je vais vous présenter, alors pas ça, mais je vais vous présenter l'évolution du contenu en humidité entre le 24 juin jusqu'à aujourd'hui, ce matin, 9 h. On peut voir qu'il y a déjà une évolution pas mal entre le début de la simulation et aujourd'hui. Voilà, merci à tous et c'est tout pour moi.